Bernard Ourcade est géographe, hein, ça c'est vraiment la base de tout. Mais c'est aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, hein, quand même un des grands spécialistes de l'Iran. Il n'y en a pas beaucoup, enfin vraiment des gens qui connaissent l'Iran intimement et on les compte sur je pense, sur les doigts d'une main, même d'une main qui aurait peut-être un ou deux doigts coupés là. Voilà, donc il n'y a pas grand monde. Et vraiment, Bernard est vraiment dans ce peloton de tête, hein. C'est un agrégé de géographie, donc c'était sa première étape dans sa longue carrière universitaire. Et à vrai dire, ses premières études, je me souviens bien, de géographe, ont porté sur les Pyrénées. Là, on est encore assez loin de l'Iran, là on est dans la vallée d'Ossau. Mais après son agrégation, il se lance dans le doctorat et devient docteur en géographie sous la direction d'un vraiment un très éminent géographe, qui est Xavier Planol, qui a disparu récemment, qui était le grand géographe spécialiste de la géographie du monde islamique et notamment turco-iranien. Je ne sais pas si c'est lui qui t'a communiqué le virus de l'Iran, mais en effet, c'est sous sa direction que tu publies ta thèse sur une autre vallée. Et cette fois-ci, on arrive à l'Iran. C'est une vallée de l'Alborz central, le Djajerud. Voilà. Et donc, à partir de là, je crois que le virus est attrapé et Bernard ne quittera plus l'Iran à partir de cette époque-là. Il devient d'ailleurs assez rapidement après son doctorat, précisément directeur de l'Institut français de recherche en Iran. On est en 78, hein, la veille de la Révolution. Bernard va reconnaître à l'Institut vraiment tous les soubresauts des débuts de la Révolution, à un endroit qui est cet institut qui a survécu et qui survit toujours malgré tous les soubresauts de la relation entre la France et l'Iran. Cet institut qui est l'héritier quand même de deux grandes institutions qui étaient la délégation archéologique française en Iran, hein, et de l'autre côté l'Institut d'iranologie de Téhéran, fondé en 1947 par le grand Henri Corbin. Voilà, donc un poste tout à fait merveilleux. Évidemment, ensuite, il est amené à quitter l'Iran quelques années plus tard. Et après, il prend la direction de l'unité de recherche, de l'unité mixte de recherche monde iranien au CNRS, qui est devenu ensuite monde indien et iranien, si je ne me trompe. Et tu es toujours aujourd'hui directeur honoraire de cette unité mixte. Mais voilà. On en arrive au livre dont on va parler aujourd'hui, mais qui est la deuxième édition, hein. Donc, Géopolitique de l'Iran, 2016, est l'objet d'une deuxième édition. La première édition date de 2010. Le sous-titre l'édition de 2010, et je me souviens bien, c'était Quand l'Iran s'éveillera. Je ne me trompe pas, hein. Voilà. Et aujourd'hui, le sous-titre, c'est Les défis d'une renaissance. Mais entre les deux, effectivement, eh bien, il y a eu ce fameux accord nucléaire du 14 juillet 2015 qui annonce, qui laisse espérer effectivement une ouverture. C'est là tout ceci dont nous allons parler maintenant. Écoutez, ce livre, ce que je peux vous dire, je ne vais pas trop en parler parce que c'est Bernard qui va en parler. Je ne vais pas scier la branche sur laquelle il est assis, mais je considère que vraiment c'est le livre indispensable pour tous ceux qui veulent, disons, tout savoir de l'Iran, voilà, en un seul ouvrage. Et je recommande tout particulièrement le chapitre premier. L'Iran est une nation et pas un empire, qui vraiment, à mon sens, fait une synthèse admirable à la fois dans l'histoire longue, hein, puisqu'elle commence vraiment quelques millénaires avant Jésus-Christ, et dans l'unicité géographique de l'Iran. Voilà, il présente ce chapitre, quand on l'a lu, on commence à comprendre ce qu'est l'âme de l'Iran, hein, selon le titre d'un livre célèbre fait par quelques iranologues il y a déjà peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. Voilà, n'oubliez pas de lire ce premier chapitre. Et puis, avant de passer la parole à Bernard, je voudrais quand même aussi parler de ces quelques ouvrages incontournables qu'il a écrits sur l'Iran, et en particulier donc
l'Atlas d'Iran, qui date de 1998, puis l'Atlas de Téhéran, qui a fait découvrir à tout le monde, y compris aux Iraniens, hein, beaucoup de choses sur cette ville monde, cette ville un peu monstrueuse, si vous voulez. Et pour la première fois, on a eu une analyse un peu systématique de l'œil d'un géographe et de géographie humaine sur cette ville. Et je parlerai enfin, je m'arrêterai là, je crois être l'enfant chéri de Bernard. C'est un site qui s'appelle Iran Carto, en un seul mot, irancarto.cnrs.fr. Et ce site, précisément, qui a été construit par Bernard, présente, parce qu'il est géographe précisément, présente l'Iran à partir de cartes. Mais non seulement il y a les cartes, des cartes absolument passionnantes sur la politique, surtout sur la géographie humaine, sur l'agriculture, mais notamment sur la vie politique iranienne. Et bien à côté de ces cartes, il y a des commentaires qui donnent vraiment en quelques lignes, souvent en 20 ou 30 lignes, ce qu'il faut avoir compris de tel ou tel événement, de telle ou telle situation. Voilà, donc voilà de quoi vous occuper quand vous aurez quitté cette conférence. Et maintenant, je passe la parole à Bernard. Merci. Merci François de ces mots de présentation. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Iran. À l'époque, tu étais ambassadeur à Téhéran, et de pouvoir échanger sur ce pays qui donne un virus. Il n'y a pas de vaccin contre ce virus. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui sont ici ce soir. C'est un privilège de travailler sur l'Iran. C'est aussi un petit peu inquiétant. Et je voudrais vous dire en commençant que je vais vous parler d'Iran pendant une demi-heure, mais je ne connais pas l'Iran. Je ne connais pas l'Iran parce que c'est un grand pays. Il y a 80 millions d'habitants. Il vient de passer 40 années quasiment tout à fait originales et nouvelles. Je n'ai pas pu travailler en Iran ces quelques dernières années. Or, depuis quelques mois, il s'est passé des choses importantes. Et pour pouvoir vraiment comprendre l'Iran d'aujourd'hui et pas celui d'avant, il faut vraiment être modeste et dire « je ne connais pas le pays et j'accepte de le découvrir progressivement pour bien le comprendre ». Et donc, ce livre que j'ai publié il y a quelques mois, l'éditeur m'avait demandé de le mettre à jour, l'édition précédente. Il m'a dit rajouter un petit chapitre par-ci, quelques pages par-là de statistiques. Et en relisant, j'ai dit non, il faut tout reprendre. C'était 2010, c'est-à-dire après les événements de 2009 et les élections contestées d'Ahmadinejad, une époque où la crise du nucléaire allait en s'amplifiant et on voyait mal l'avenir. Et donc, c'était les blocages qui dominaient. Or, quand j'ai rédigé ces nouvelles pages, c'était après le 14 juillet 2015, à une époque où le printemps n'est pas encore arrivé, mais les choses ont changé en Iran. Et pour commencer, je voudrais vous dire qu'il y a un événement important qui s'est passé le 14 juillet 2015. C'est que le Shah d'Iran est mort ce jour-là. Non, le Shah d'Iran, il est mort bien avant. Mais son fantôme est toujours là. Les gouvernements de tous les pays du monde pensaient qu'il pouvait y avoir un retour de l'Iran ancien, de l'Iran du Shah, qui était quelqu'un de très très bien, ami des États-Unis, ami d'Israël, soutien des pays occidentaux qui protégeaient le pétrole. Et donc tout le monde rêvait d'un régime change, un changement de régime en Iran. On ne reconnaissait pas la République islamique d'Iran. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est autre chose. Mais donc la révolution islamique finalement, qui a été faite en 79, elle a été conçue en 79, mais l'accouchement a eu lieu le 14 juillet, 37 ans plus tard. Parce qu'à ce moment-là, tous les pays, et c'est un événement majeur, un pays comme l'Iran, qui n'est quand même pas le plus grand pays du monde, a négocié un accord avec les plus grandes puissances du monde, la Chine, États-Unis, Russie, Union européenne. Et donc, qu'un pays bénéficie d'une telle audience et d'une telle reconnaissance internationale, c'est une victoire exceptionnelle. Ce jour-là, le 14 juillet 2015, la République islamique d'Iran est née politiquement. C'est donc pas le retour de l'Iran. C'est pas le retour. Le retour signifierait que quelque chose d'ancien, établi, revient. Non. Aujourd'hui, c'est une renaissance. L'Iran est passé par les crises tout au long de sa vie, de sa longue vie d'État. Et les événements de ces dernières années sont effectivement une renaissance. Parce qu'il y a eu une révolution très profonde en 1979 en Iran. Il faut se remémorer ce qu'a été les événements de 1979. La monarchie du Shah était la plus ancienne, la plus solide, la plus pro-occidentale, la plus stable du Moyen-Orient. Et brutalement, sans coup férir pratiquement, une révolution populaire met en place une république. C'est un événement majeur. Et tous les souverains de la région avaient peur que ainsi un changement politique fondamental arrivait par une révolution démocratique. Deuxième chose importante, cette révolution, ce changement politique se fait contre les États-Unis, qui étaient très présents militairement en Iran. Et qui dit États-Unis disait barrière contre l'URSS. On était à ce moment-là dans la guerre froide, et les Pershing contre les SS-20.
Et donc de voir que ce pays, qui de monarchie devient république, de pro-américain devient vide, ni Est ni Ouest. Et donc ça veut dire pour les Américains que les Soviétiques vont arriver, d'autant plus qu'à cette époque-là, décembre 79, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Donc c'est clair, dans quelques mois, les chars russes sont sur le golfe Persique et prennent le pétrole. C'est donc quelque chose d'assez grave. Et troisième chose importante dans ces années-là, c'est le fait qu'en Iran, la bourgeoisie moyenne, qui avait été créée un peu à l'époque du Shah par la Révolution blanche dans les années 60. Cette bourgeoisie moyenne était assez forte désormais. La révolution du Shah était importante. Et cette bourgeoisie moyenne est capable de tenir tête. Elle existe. Et donc, elle a une ambition démocratique. Donc, non seulement le Shah est mort, mais ensuite une ambition démocratique. Troisièmement, l'URSS est là, et les États-Unis sont partis. Et quatrièmement, c'est l'islam associé à la bourgeoisie moyenne qui fait tomber le système. Et donc on a pour la première fois une alliance entre la démocratie, les ambitions démocratiques et les ambitions islamiques. Et ce mariage, très hétérogène, très bizarre, très anormal, tout ce qu'on voudra, a finalement vécu, puisque pendant 37 ans, cet amalgame a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et donc il faut voir qu'aujourd'hui, l'Iran est tout à fait nouveau. Et pour savoir comment ce nouveau système marche, eh bien, il faut être sur place et y aller et revoir les choses dans le détail. Donc, je dirais, pour faire bref, que nous avons aujourd'hui en Iran un nouveau logiciel. Le système iranien, la politique iranienne, l'économie iranienne, la culture iranienne, la société, tout cela fonctionne sur un nouveau logiciel. Avant, c'était quand est-ce que la République islamique va tomber? C'est la question qu'on posait et tout le monde faisait en sorte qu'elle tombe rapidement, hein, plus ou moins. Et on espérait, même si on faisait le contraire, qu'il y avait des relations avec l'Iran, que le régime tomberait. Le régime doit tomber. Aujourd'hui, on se rend compte que cette analyse ne tient pas la route. À l'époque de Bush, les Américains voulaient faire avaient la chute du régime et Israël avec, et la crise du nucléaire était un élément majeur pour motiver tout le monde pour que ce régime politique disparaisse. Obama a constaté que cette guerre était vaine, que la République islamique d'Iran, elle était là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a donc tendu la main à l'Iran dès le début de son mandat. Mais on sait très bien, Obama n'a gardé l'administration Bush pour l'essentiel, et donc Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État, n'a pas changé beaucoup la politique anti-iranienne, et donc rien ne s'est vraiment passé, et ce n'est qu'à la fin de son mandat que les choses ont changé avec le départ d'Irak, d'Afghanistan, mais dans des conditions que l'on connaît, qui sont assez médiocres. Et de ce chaos, d'un changement de la politique américaine, qui est un élément nouveau, tout à fait fondamental, qu'est-ce qu'il y a? L'Afghanistan a été reconstruit après des années de guerre? Non. L'Irak, dramatique. La Syrie, n'en parlons pas. Le Liban déstabilisé. Israël qui se pose des questions, la Jordanie qui est toujours fragile avec un nombre de réfugiés impressionnant, l'Arabie saoudite qui ne sait pas quoi faire de ses enfants, Frankenstein qu'elle a créé avec Daesh et les autres et Al-Qaïda est fragilisé, et de ce chaos gigantesque, qui est-ce qui est là, tranquille, avec des élections tous les 4 ans régulièrement, l'Iran. Donc c'est pas normal, c'est bizarre que ce régime qui était la carpe et le lapin, la démocratie et l'islam, indépendant mais laissant les Russes arriver, que ce pays-là soit toujours en place. Et donc restons prudents et modestes dans cette approche de l'Iran. C'est vraiment ça qui est, je crois, extrêmement important si on veut connaître l'Iran. Deuxième élément important dans cette relation nouvelle, nos amis iraniens et nous autres aussi avons une connaissance assez bonne du pays. Je ne connais pas l'Iran, je vais préciser cela. On sait tout sur les statistiques, la population, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, les événements politiques, la presse est là. Et en Iran, sur Internet notamment, tous les Iraniens qui sont largement alphabétisés aujourd'hui savent ce qui se passe à Paris, en France, etc. Il y a un journal iranien qui est ici, qui va... Bon, ils connaissent tout. C'est parfait. Mais la connaissance, ce n'est pas l'expérience. Quand vous avez, pour faire une recette de cuisine, vous avez tous les ingrédients sur la table et il faut faire un gâteau avec ça. Mais comment faire? Vous n'avez pas la recette. Il faut connaître le logiciel. Donc aujourd'hui, nous avons tous, d'un côté comme de l'autre, les inputs, les entrées du logiciel. Les éléments sont là. Mais comment les agencer? Comment interagissent-ils ensemble? Ça, on ne le sait pas. Nous n'avons pas l'expérience de l'Iran, parce que personne n'est allé en Iran. Il n'y a pas d'entreprise en Iran. Les ambassades occidentales avaient l'ambassadeur, le cuisinier, son chauffeur et un chiffreur. Enfin, je caricature à peine. L'ambassade britannique a ouvert il y a 15 jours. Bon. Autrement dit, il n'y avait pas le personnel diplomatique normal qu'il doit y avoir dans un pays de la taille de l'Iran. Et c'est important. Les entreprises, il n'y a pas d'entreprise étrangère en Iran jusqu'à maintenant. Les sanctions économiques, gestion politique. Il n'y a pas d'universitaires, très très peu. Ça commence maintenant. Autrement dit, personne n'a l'expérience de l'Iran, même pas de touristes, ou très peu. Les Iraniens sont très peu à venir en France aussi. Pas d'entreprise iranienne, les diplomates pareil, enfin, tout est bloqué.
Donc ce qui est important, c'est que les Iraniens ont donc l'expérience de tout. Nous avons l'expérience de l'Iran, la connaissance de l'Iran, mais pas l'expérience. Et or, l'expérience est essentielle. Sur Internet, excusez-moi d'être un peu trivial, mais on peut draguer sur Internet, trouver un partenaire, quelqu'un, une femme très bien, un homme très bien. Mais pour faire un enfant, il faut se rencontrer. Et donc Internet, c'est magnifique, on peut avoir la connaissance de quelqu'un sur Internet, bravo, c'est deux personnes qui peuvent se marier. Mais s'ils ne se rencontrent pas, il n'y aura pas d'enfant. Or aujourd'hui, on est à la phase où il faut se rencontrer, physiquement. Et ça, c'est pas évident. Et donc, si j'ai écrit ce livre, c'est un peu dans cette idée-là, pour essayer de dire, il faut voir l'Iran et être avec les Iraniens et travailler dedans. Donc, deuxième point important, avant de passer à la géopolitique stricto sensu. On a aussi avec l'Iran, il faut faire l'analyse de l'Iran aujourd'hui. L'Iran est passé à la vitesse grand V à côté de la mondialisation. Dans les années 70, la mondialisation était commencée, la Chine était encore un pays sous-développé et très contrôlé. Aujourd'hui, tous les pays de l'Asie ont émergé, la Corée du Sud est là, le Vietnam, la Malaisie, l'Afrique du Sud a changé de politique, tous les pays du monde ont émergé, et l'Iran, lui, est resté bloqué à l'extérieur, parce qu'on l'a bloqué lui-même à l'extérieur, la guerre Irak-Iran, etc. Le régime politique iranien aussi très méfiant de l'étranger a bloqué les relations internationales. Et donc l'Iran, qui avait une immense capacité scientifique, technologique et industrielle, est passé à la vitesse grand V à côté de la mondialisation. On l'a poussé aussi à côté de la mondialisation, mais c'est un résultat. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, la mondialisation, c'est Dubaï, Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui sont une réussite politique, économique, technologique exceptionnelle. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité Dubaï, qui n'existait pas il y a 40 ans, être le centre du Moyen-Orient, même le centre du monde. Et donc, ces entreprises vont pouvoir, au Qatar notamment, organiser la Coupe du monde de football, les Jeux Olympiques même, et possèdent le prix de l'Arc de Triomphe, etc., et le PSG. Bon. Ce sont des événements qui montrent que l'Iran est passé à côté de cela. Il y a quelques années, c'était l'Iran qui aurait dû effectivement acheter le PSG, et ils ont essayé, paraît-il, de racheter l'OM récemment. Mais un peu tard, mais enfin, ça va se faire, j'espère. Ou j'espère pas, j'en sais rien. Donc, l'Iran se trouve aujourd'hui avoir été mis sur la touche complètement des développements scientifiques, technologiques. Le nucléaire, en fait, c'est une parenthèse, mais c'était un défi extraordinaire technologique de l'Iran pour dire, bon, dans tous les domaines, on est dépassé, c'est pas possible. Mais le militaire est quelque chose de particulier, donc on va mettre le paquet sur le militaire, et les progrès qu'ils ont faits en industrie nucléaire ont été remarquables. Mais à part ça, et les missiles, ils mettent un satellite sur orbite, c'est pas rien, mais en dehors de ces deux secteurs, l'Iran est sous-développé du point de vue industriel. Ils ont des savants remarquables, pas assez d'ingénieurs. Et les ingénieurs qui sont là n'ont jamais eu l'occasion de travailler dans une usine moderne pour faire quelque chose. Autrement dit, l'Iran a actuellement une difficulté énorme de se trouver en situation d'avoir un potentiel gigantesque, une réalité très médiocre, et d'avoir en face, à quelques dizaines de kilomètres dans le Golfe Persique, un ensemble de pays, des monarchies pétrolières, qui sont le top du top en matière de relations internationales avec les pays occidentaux. Et donc cette situation pose un problème extrêmement difficile, d'autant plus qu'en Iran, soyons sérieux, nos amis iraniens sont d'excellents résistants. L'Iran a résisté à l'Irak. Et avec l'Irak, il y avait tous les pays du monde, pratiquement, ils sont passés pour soutenir Saddam Hussein d'une façon ou d'une autre. Les Iraniens ont résisté. Mon Ravema, de la résistance pour l'indépendance nationale, défendre la patrie agressée, défendre l'islam, le régime politique, la révolution. Et les gardiens de la révolution, qui sont les gardiens de la révolution, ils ont bien gardé la révolution. Les Iraniens se sont battus, et après, dans la crise du nucléaire, il y a eu une résistance nationale. Le nationalisme iranien, associé à l'islam, se sont bien entendus pour défendre l'Iran. Et ça a été remarquable. Et aujourd'hui, l'Iran se rend compte qu'il a vraiment passé à côté de la mondialisation. Mais que la société iranienne, elle a beaucoup changé, normalement. Et parce que les enfants de ceux qui ont fait la révolution il y a 30 ans, ils ont toujours 30 ans aujourd'hui maintenant, et ils veulent continuer une vraie révolution et rentrer au XXe siècle, 21e. Ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de la plaque. Leurs parents sont passés à côté de l'histoire. Donc eux ne veulent pas passer à côté de l'histoire. En 2009, la contestation des élections d'Ahmadinejad était, au-delà de la fraude électorale, l'émergence d'une société nouvelle qui disait « il n'est pas question de renverser le régime islamique, c'est autre chose, mais nous voulons travailler normalement dans un grand pays moderne ». Et le gouvernement iranien a compris cela. Le guide Ali Khamenei a compris. Dans son deuxième mandat, Ahmadinejad a été mis sur la touche par le guide Ali Khamenei, et qui a dit à la fin « il n'y a pas d'autre solution. Il faut négocier avec les Américains
sur le nucléaire qui était la clé de voûte. Et donc, le gouvernement islamique, le guide le premier, a accepté la négociation. C'est qui est nouveau. En Iran, on résistait. On disait non, non, je ne veux pas. Je veux 100%. Pas win-win, pas gagnant-gagnant. Je veux gagner tout et que les autres perdent complètement. Une philosophie d'un pays encerclé, hostile, par des hostilités, et qui veut résister, mais sans proposer. Et donc ça, c'est un des défauts de l'Iran. L'Iran a très bien résisté, mais n'a rarement pu avancer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on dit à l'Iran, voilà, c'est terminé la résistance, il faut sortir du bunker, il faut sortir de la tranchée, il faut aller en plein champ et avancer vers les Américains, vers les Français, vers les Chinois, les Brésiliens ou n'importe quel pays du monde, vous devez avancer. Et ils disent non, attention, économie de résistance. Résistons à l'agression culturelle occidentale. Méfiez-vous de l'invasion culturelle occidentale. Il y a en Iran des gens champions de la résistance, et le guide le dit le premier. Attention, l'ouverture économique ne signifie pas changement politique et culturel. On le comprend. Ça fait 40 ans qu'il a un succès parce qu'il résiste. Et il résiste très très bien. Il a accepté l'ouverture, mais il ne veut pas se faire bouffer par l'ouverture. Et donc aujourd'hui, un des gros problèmes politiques de l'Iran, c'est justement de trouver comment il pourra sortir de la tranchée et marcher en plein vent avec tous les risques qu'il y a. Et c'est là que nos amis iraniens, quelquefois, sont très pessimistes. Souvent, les Iraniens ont dit, ils ont la culture du martyr. L'imam Hossein est mort, et le jour d'Ashura, on est très triste, l'imam Hossein est mort, etc. Et donc, le monde entier nous en veut, les Grecs nous ont envahis, les Arabes nous ont envahis, les Turcs nous ont envahis, les Mongols nous ont envahis, les Américains, enfin tout le monde, quoi. Et donc, l'Iran est un pays martyr. Peut-être, mais l'Iran aussi est un pays extrêmement fort, extrêmement dynamique, avec un potentiel remarquable. Une anecdote à ce point de vue-là, quelqu'un qui est devenu un ami, qui était un ancien général gardien de la Révolution, qui après, il a pris sa retraite et il était étudiant en urbanisme. Et c'est comme ça que j'ai connu pour travailler avec lui sur des questions de géographie urbaine. Et à un moment, ayant passé son doctorat, il devait avoir un poste élevé. On visitait exactement un musée de la guerre et des gens martyrisés partout. Il revient, il me dit, t'as vu ce musée, c'est absolument un scandale, on voit que des morts. J'ai dit, mais enfin, ces gens sont morts, c'était crapule de Saddam Hussein qui a martyrisé les Iraniens, et c'est normal de glorifier les martyrs de la guerre. Il me dit, je suis d'accord, le premier. Mais on ne voit pas la vie. Moi, quand j'étais là, je combattais. Dans les tranchées, t'imagines pas les rigolades qu'on avait. Quand la mort est là, on est vivant à 10 000%, parce qu'on sait que la mort va arriver. On ne voyait pas cette vie. Moi, je respecte les gens qui meurent pour leur patrie, pour leurs idées. Mais moi, je suis un combattant, je suis un vivant. Et aujourd'hui, je suis vivant, j'ai été blessé à la guerre, je veux vivre. Il me dit, le jour d'Ashura, la mort d'Imam Hossein, c'est un jour par an. Et là, ce jour-là, comme vous, le jeudi saint, vous pleurez, ou le vendredi saint, vous pleurez la mort du Christ. Moi, la mort d'Imam Hossein. Mais 364 jours par an, je suis un combattant. Il a pris le micro dans le bus et il a commencé à faire ce discours-là. J'ai dit, je ne savais pas qu'il était général des gardiens de la Révolution. J'ai dit, il va se faire bouffer, il part en tôle en rentrant à Téhéran. Et après, mon copain me dit, ne t'inquiète pas, c'est un ex-Sardar, c'est un ancien général. Et il y a en Iran des gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça, mais ils doivent faire face à effectivement des gens timides qui ont cette histoire de l'Iran vaincu, alors que l'Iran n'est pas vaincu ni vainqueur, l'Iran est là. Et ce que je voudrais dire de ce point de vue-là, c'est que beaucoup de pays donnent à l'Iran une image beaucoup plus forte qu'il n'a, une image qui n'est pas celle de l'Iran. On va reprendre l'image de l'Empire achéménide, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça n'a aucun rapport avec aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de constater, la géographie, là, Xavier de Planol, on vient de signer tout à l'heure, était signalé que l'Iran est un pays très bizarre, mais unique du point de vue géographique. C'est le seul peuple au monde qui est divers. Les Iraniens sont très divers. Ils sont des Pashtuns, ils sont afghans, ils sont dari, ils sont kurdes, ils sont baloutes, ils sont persans, ils sont gilaki, mazandarani, lori, barkhari. Donc il y a dans le monde iranien et en Iran des peuples différents, comme en Europe, il y a des peuples italiens, français, etc. Mais ce peuple-là est resté sur le plateau iranien depuis 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, pendant 6000 ans. Ils sont restés sur leur territoire. On n'a aucun exemple d'un pays qui était multiculturel, multiethnique, qui soit resté sur son territoire et qui n'ait pas bougé pendant 6000 ans. Et avec une vraie complexité. Ce n'est pas un petit principauté, non, c'est un peuple assez grand. Et l'Iran, concrètement, quand on prend la géographie de l'Iran d'aujourd'hui, et l'Iran du XVIe siècle, puisque l'Iran a été fait au XVIe siècle, qu'est-ce qu'il y avait au XVIe siècle en plus? L'ouest, entre Bagdad et Téhéran, l'ouest en Irak actuel, si vous voulez, le sud du Caucase, le Turkménistan actuel, la province de Hérat et le golfe Persique. Les zones autour de l'Iran actuel,
qui sont toujours des régions stratégiques, qui étaient des zones tampons, des buffer zones, que l'Iran a perdu du point de vue national. Les Russes ont envahi le nord, les Anglais ont pris l'Afghanistan et les Ottomans ont pris l'Irak actuel et la Golfe Persique est maintenant contestée entre plusieurs forces. Mais concrètement, l'Iran est resté là. Et tout ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est le nationalisme iranien qui est la clé. Si l'Iran a résisté, c'est parce que les nationalistes iraniens et les islamistes sont entendus contre les Américains. Et c'est ça qui fait la force de l'Iran d'aujourd'hui. Sauf que il y a une dynamique qui est nouvelle, c'est la dynamique internationale. Je dis souvent, l'Iran, c'est le mariage de 3 forts, de 3 I. Le I de Iran, nationalisme, le I de Islam, le Shah l'avait oublié, il est tombé à cause de ça, le I de international. Ces 3 facteurs sont associés. Et dans la Révolution, l'international a été mis de côté pour des raisons stratégiques, et donc c'était anti-américain, mais l'islam et l'Iran se sont mariés. Et la guerre Irak-Iran est un bon exemple de cette victoire, en quelque sorte. Donc l'Iran, aujourd'hui, s'ouvre sur l'international, parce qu'il sait très bien qu'il est un grand pays, c'est le premier pays où il a découvert du pétrole. Et l'Iran est un pays ouvert sur l'international. Marathon et Salamine, c'était avec, avec nos ancêtres, les Grecs. Et donc, on a, avec l'Iran d'aujourd'hui, un Iran qui veut avoir sa dimension internationale, l'accord du 14 juillet avec toutes les grandes puissances. Donc quand on est un pays voisin de l'Iran, on dit « Ah, ça y est, l'Iran veut reprendre la région, il a l'appui du monde entier pour devenir une nouvelle puissance impérialiste et gouverner toute la région. L'Iran est un pays fondamentalement impérialiste. D'ailleurs, regardez la place de l'Iran en Syrie, au Hezbollah, au Liban, en Irak actuel, les prétentions qu'ils ont à Bahreïn, sur les chiites du nord de l'Arabie saoudite, en Afghanistan ou ailleurs, au Pakistan. Cette analyse-là est à mon avis erronée. Il ne faut pas confondre l'impérialisme, c'est la colonisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a un État, une puissance politique, qui prend un territoire autre, qui le prend, le territoire, le contrôle. L'Iran n'a pas cette ambition. Et de ce point de vue-là, l'Iran et Israël ont un peu la même géopolitique. Israël, pays isolé dans le Moyen-Orient, l'Iran aussi un peu isolé dans le Moyen-Orient, un peu différent. Alors, il y a une petite différence, c'est que Israël colonise la Palestine, alors que l'Iran n'a aucune prétention à coloniser la Mésopotamie, à coloniser Irak, Hérat, ou d'aller prendre les steppes du Turkménistan. L'Iran veut rester chez eux. Mais, comme les Israéliens, ils ont intérêt à avoir dans les pays voisins des antennes, des alliés, même très loin s'il le faut. Et donc l'Iran, parce qu'il veut protéger son territoire. Ne pas oublier que l'Iran a eu la guerre Irak-Iran, 8 ans de guerre. La guerre d'Azerbaïdjan et Arménie, 3 ans de guerre, et pas rien. L'effondrement de l'URSS, ça n'a pas été rien. La drogue en Afghanistan, la chute des talibans et l'arrivée des Russes et le départ des Russes en Afghanistan. La guerre de Koweït. Quel pays au monde a eu autant de guerres sur ses frontières ? Et imaginez qu'il y ait eu une guerre en Allemagne entre la Belgique et la Hollande, entre l'Angleterre et l'Irlande, et la Manche et la Méditerranée entre la Corse et la Libye. Bref, et sans compter l'Espagne et Andorre, des guerres sur tous nos fronts. Les Français diraient une priorité à la défense des frontières. On est en France aujourd'hui, notre régime, nos ancêtres sont les Gaulois, on boit du vin et du camembert. Défendons nos intérêts, restons sur nos frontières. On est hyper nationaliste. La priorité sera nationaliste. On veut défendre nos frontières. Et l'Iran aujourd'hui à cette philosophie-là. L'expérience ces dernières années montre qu'il faut défendre le territoire de l'Iran, le système politique iranien, et relancer l'économie iranienne, ce qui suppose un minimum de stabilité dans le territoire actuel. Et l'Iran sait très bien que c'est un pays chiite. Les chiites, c'est une minorité. Les chiites savent très bien qu'ils n'auront jamais le leadership du monde musulman, avec 90% de gens qui ne sont pas chiites. Que les Iraniens ensuite aient une ambition dans le monde musulman, mais jamais Khomeini ne parlait de chiisme ou sunnite. Il n'a pas toujours parlé du monde musulman, unité de l'islam. Parce que l'Iran ne pouvait pas être le leader du monde musulman. Même chose du point de vue régional. L'Iran sont des Iraniens, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Turcs, ce ne sont pas des Indiens, donc ils n'ont aucune prétention ni capacité, ils n'ont jamais fait dans l'histoire, de conquérir et de coloniser les pays voisins. Ils ont tout juste pu avoir des zones tampons dans lesquelles ils avaient une influence, qu'en cas de guerre, il y ait une zone tampon pour les protéger le cœur de l'Iran, Ispahan. Autrement dit, ce qui est un problème aujourd'hui, c'est la mauvaise connaissance qu'on a de l'Iran, et que les voisins de l'Iran ont, l'Arabie saoudite notamment, avec l'arc chiite. Attendez, l'arc qui va de Téhéran à Beyrouth, vous voulez parler de l'Empire omeyyade, de l'Empire abbasside, dans lequel l'Iran était vaincu? Mais on sait très bien qu'au début de l'islam, la conquête de l'islam a été largement rendue possible jusqu'en Espagne, parce que les forces de l'islam ont intégré la bourgeoisie et les cadres de l'empire sassanide qui ont servi de cœur à l'expansion musulmane. Et
si l'Iran, si la Perse, si l'Iran en général a eu tant de prestige dans le monde musulman, c'est grâce au monde musulman. Et la période d'or de l'Iran, ça a été effectivement les premiers siècles de l'islam, où l'Iran avait un rôle et une puissance culturelle et pas politique, parce que l'Iran était dominé, l'Iran était colonisé, c'est le cas de le dire, par l'empire omeyyade ou abbasside, ou timouride par la suite. Mais la culture iranienne, le peuple iranien en son secteur, avait une influence considérable qui a duré jusqu'au XXe siècle, puisque en Inde, on parlait persan dans l'administration britannique, et on avait au fin du XIXe siècle, à Sarajevo, des notables de Sarajevo, le gouverneur de Sarajevo avait demandé à une institutrice iranienne pour parler persan à sa fille. Donc, le persan, la culture iranienne s'est développée. Là, il y a une expansion iranienne évidente. Les Iraniens sont partout dans le monde, mais parce que c'est un pays puissant, mais qui politiquement, lui, défend le nationalisme. Donc, ne pas confondre l'expansion de la culture iranienne, l'expansion des idées iraniennes, avec la volonté politique de prendre le pays. Alors, évidemment, pour les voisins de l'Iran, cette situation est importante. Comprendre que l'Iran est une nation, n'est pas un empire, est une difficulté. Difficulté surtout pour des pays voisins comme l'Arabie saoudite, et je vais, pour terminer ce monologue, donner quelques analyses sur cette crise qui est majeure. L'Arabie saoudite, ce n'est pas une nation. C'est l'alliance d'une famille royale, tribale, les Saouds, avec les oulémas wahhabites. Un contrat entre deux. Et je te tiens, tu me tiens. Je te donne de l'argent, je te fiche la paix en politique intérieure et tu me laisses tranquille sur la politique extérieure. Et on se fait la guerre, mais on est dans le même bateau, on ne peut pas éliminer l'un l'autre. Et donc on laisse se faire un peu n'importe quoi. Mais l'Arabie saoudite a un réseau remarquable. Parce qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de l'Iran islamique, la République islamique? C'est la menace dont je vous ai parlé au début. Menace d'un pays qui devient république, qui devient anti-occidental, indépendant, cherche son indépendance viscéralement, nationalistement, qui a une bourgeoisie moyenne, ma foi, assez forte, et qui est ancienne et bien enracinée. Et qui en plus est chiite. L'Iran est le seul pays chiite du monde au point de vue institutionnel. Donc, quand on est aux États-Unis ou en France, on voit que le pays qui était pour nous le rempart pour éviter l'Union soviétique prenne le pétrole du Golfe Persique. Il faut absolument combattre ce pays. Je peux le combattre en faisant revenir le Shah. J'essaye, mais il n'a pas bonne presse. Et puis il y a des révolutions populaires, ne pas oublier en 1979, c'est une révolution démocratique, populaire, des intellectuels de gauche qui ont fait la révolution. Et donc, moi, en France, je ne vais pas aller lutter contre ces intellectuels de gauche qui vont prendre le pouvoir dans un pays démocratique. Ce pays veut être indépendant. Attendez, la chute de Saïgon, c'était 3 ans avant. Je ne vais pas défendre l'impérialisme américain. Donc, je ne peux pas faire revenir les Américains et vanter l'impérialisme, pas possible. Lutter contre la bourgeoisie moyenne qui émerge, mais non, ces gens-là sont nos amis. On a vu l'expansion économique du Shah, nous avons d'excellentes relations avec l'Iran. On ne peut pas taper sur la bourgeoisie moyenne. Il y a une solution. On prend le fait que c'est Khomeini, un religieux qu'on ne connaissait pas, surprise, il est sorti du chapeau, et c'est lui qui dirige l'Iran. Ma foi, il a pu contrôler le pays, parce que la hiérarchie cléricale, ce n'est pas le chiisme qui a pris le pouvoir en Iran, c'est le clergé iranien qui a réussi à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile. Il y a eu moins de 2000 morts à la révolution de l'Iran. 2000 morts, c'est zéro. C'est dramatique, mais c'est très peu pour une révolution comme celle-là. Mais le clergé a imposé sa contrôle, sa dictature aussi, sur le système. Mais il n'y a pas eu de morts. Et donc, on va prendre l'autre pays de la région, qui est fondamentalement anti-chiite. C'est l'Arabie saoudite, le wahhabisme. Et qui est un pays qui était le co-gendarme du Golfe. Nixon avait dit aux Iraniens, aux Shah et aux Saouds, vous serez les 2 gendarmes du Golfe. L'un est parti, il reste l'autre. Et on dit à l'autre, à toi de jouer. Et à ce moment-là, tout a été fait pour laisser l'Arabie saoudite, les petites monarchies n'existaient pas à ce moment-là, trop faibles, l'Arabie saoudite développer son réseau anti-communiste, anti-chiite, ce qui fait qu'à ce moment-là, on a vu émerger les Moudjahidines qui sont partis en Afghanistan, Ben Laden à l'époque où il jouait dans le camp américain, et un peu partout, on a vu se développer ce que pouvait exporter l'Arabie saoudite, qui exporte du pétrole, et quoi d'autre? Quoi d'autre? L'islam wahhabite. Donc à ce moment-là, tous les oulémas, tout le réseau des oulémas qui font partie du système politique saoudien ont eu carte blanche pour se développer, pour apporter le bon islam. Le mauvais islam, c'est l'islam révolutionnaire qui, de facto, est anti-américain, donc pro-soviétique, et dangereux pour la stabilité de nos relations. Il faut barrer la route. Et à ce moment-là, l'Afghanistan étant un exemple, et on sait comment ça a tourné ensuite, succès
contre les soviétiques, et ensuite devient Al-Qaïda avec les événements que l'on connaît. Ça, c'est la partie visible. Mais ensuite, partout dans le monde musulman et ailleurs, se sont développés tout le réseau, pas salafiste simplement, le réseau wahhabite. L'Afrique occidentale étant, le Mali, Niger, Sénégal, étant un des exemples les plus vibrants de cela, puisqu'on le sait que l'université de Sey, près de Niamey au Niger, a été relancée par l'Arabie saoudite en 1986, et c'est là que sont formés 80% des imams, des oulémas d'Afrique de l'Ouest depuis 1986, bien formés en bon arabe à Médine. Les Iraniens envoient 2 ou 3 mollahs qui font de la propagande chiite, mais c'est un rapport de 1 à 1000 entre la propagande iranienne, qui sont partout, et la propagande saoudienne. Résultat, on a 30 ans plus tard une situation qui est ingérable, parce qu'autant en Iran, le système est équilibré entre islam, démocratie, nationalisme et international. En Arabie saoudite, les Saouds ne peuvent pas contrôler ce réseau saoudien, ce réseau des oulémas. Ils n'ont pas les moyens. Parce que quand ils disaient aux oulémas, j'arrête les crédits, je ne nous finance plus, les oulémas se retourneraient contre les Saouds, qui sont en difficulté aujourd'hui. Ils ne peuvent donc pas dire aux oulémas, j'arrête de vous financer votre Daesh et tous vos ACMI au Maghreb, etc., parce qu'ils se retourneraient contre lui. Les Saouds sont prisonniers de leur système. Alors qu'en Iran, le système est chaotique, anarchique, tout ce qu'on voudra, mais le système tient. Le 14 juillet 2015 l'a montré. Autrement dit, on a aujourd'hui l'Arabie saoudite en situation de fragilité, parce que les Saouds, les choses ont évolué en Arabie saoudite, une bourgeoisie moyenne émerge aussi. Et ce gouvernement d'Arabie saoudite se retrouve avec un Frankenstein, avec un réseau d'oulémas, un réseau, alors que l'Iran est un territoire. Les Saouds disposent d'un réseau qu'ils ne peuvent pas utiliser. Les oulémas n'obéissent pas aux Saouds complètement. Ils ne sont pas contrôlés par eux. Et donc, on a une situation ingérable. Et personne ne touche. Parce qu'on dit, si je touche à l'Arabie, ce n'est pas M. Saoud qui est responsable. Et voir le livre de Pierre Conessa qui vient de paraître cette semaine sur Dr Saoud et Mr Djihad, et qui analyse bien ça en détail, et qui montre que le système n'est pas contrôlé. Et lorsque vous avez un système qui va de Dakar jusqu'à la Malaisie, jusqu'à l'Indonésie, qui n'est pas contrôlé, ça pose des problèmes. Donc ça pose problème à Nice, au Bataclan ou ailleurs. Non, ça, c'est des petites séquelles. Excusez-moi, c'est des petites séquelles de la réalité qui est la Syrie. En effet, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pour faire bref et pour conclure. Printemps arabe, normalement. Tout le monde s'étonne que les printemps arabes aient vu une victoire islamique. Prenez l'exemple de l'Iran, c'est exactement la même chose. La bourgeoisie moyenne fait une révolution démocratique. Ensuite, comme cette bourgeoisie moyenne démocratique n'a pas le réseau politique qu'il faut, elle est dominée par la masse de la population qui est pro-musulmane, frères musulmans ou clergé chiite en Iran, qui prend le pouvoir avec sa façon de faire. Mais cette alliance était là. Ça a marché presque partout, plus ou moins. Et en Syrie, ça n'a pas marché complètement parce que Bachar résiste mieux que prévu. Ben Ali, Moubarak sont partis en 3 minutes. Le Shah est parti aussi en 6 mois. Là, Bachar, c'est plus compliqué parce qu'il avait réussi effectivement à avoir avec lui une grande partie de la bourgeoisie moyenne, et sunnite, et chrétienne et autres. Bon. Donc Bachar résiste. Mais tout le monde a dit que Bachar allait tomber. Il n'était pas crédible. Mais voyant cela, qu'est-ce qui se passe? La Syrie est à vendre. Pour quelques sous, pour quelques moyens, on peut prendre le pouvoir en Syrie. Et en Syrie, les Iraniens étaient là depuis très longtemps, parce que c'était le seul allié contre l'Irak, qui leur avait permis notamment d'intervenir au Liban et créer le Hezbollah, qui est le seul élément, la seule victoire politique internationale de l'Iran, c'est la création du Hezbollah. L'Iran n'a pas de réseau, il a des îles, par-ci, à droite, à gauche. Autrement dit, l'Arabie saoudite dit, je veux absolument prendre le pouvoir à Damas, parce que Téhéran en a besoin, et si j'ai réussi à prendre le pouvoir à Damas, il suffit d'envoyer quelques djihadistes que j'ai sous la main dans le réseau des oulémas pour prendre le pouvoir à Damas. Et à ce moment-là, Al-Qaïda et le futur Daesh arrivent en Syrie en masse, et en Irak pareil. Et donc, pour faire quoi? Pour éviter que Téhéran ne prenne le pouvoir à Damas. L'arc chiite qui n'existe pas, mais Téhéran aurait pu conforter ce pouvoir, ou au moins avoir un pouvoir qui resterait amical vis-à-vis de Téhéran. Autrement dit, cet aspect de la rivalité, non pas sunnite-chiite, mais de 2 États fondamentalement différents, qui s'est exercé à ce moment-là, puisqu'il y avait un vide du pouvoir en Syrie, les 2 régimes arrivent. Résultat, voyant les Daesh arriver et les djihadistes arriver, l'Iran a renforcé sa force de son côté, n'en s'en sortant pas, appelle les Russes à la rescousse parce qu'il ne faut pas que Bachar tombe. Si Bachar tombe, c'est les Saoudiens qui l'emportent, c'est Daesh qui l'emporte. Et aujourd'hui, on a vu hier ou avant-hier les monarchies pétrolières dire attention, si Alep tombe, c'est pas acceptable, on va essayer d'intervenir. On sait très bien qu'ils n'interviennent pas du tout, hein, quand il n'y a pas un seul avion saoudien contre Daesh, mais il dit il faut faire quelque chose parce que si Alep tombe entre les mains de Bachar, ça signifie que l'alliance Bachar, Russe et Iran l'a gagné ou gagnera à terme, et les Saoudiens qui ont investi beaucoup dans cette guerre l'auront perdu. Donc,
Alep, ce qui se passe, le problème, ce n'est pas les équilibres des forces qui sont inextricables maintenant, c'est trouver une entente entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et la clé, elle est là. La clé, elle est là, politique. Et c'est là que peut-être la France a un rôle à jouer, parce que la France a d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite, tant mieux. On a vendu des armes à l'Arabie, je dirais, tant mieux, ça crée des relations spéciales politiques fortes. Mais maintenant, il faut regarder pour équilibrer les choses et pour amener les deux pays autour de la table d'une façon ou d'une autre en trouvant les moyens de le faire. Et donc, dans ce livre sur le géopolitique d'Iran, j'ai essayé donc de montrer cela et d'essayer de voir qu'il faut regarder l'Iran tel qu'il est, comme une nation et pas un empire, un pays qui a réussi finalement et qui, dans la région, a une capacité de stabilité. Alors certes, les Iraniens ont des milliards de défauts, certainement, hein, mais actuellement, ils ont au moins pour avantage d'avoir un système politique assez stable, qui est capable d'évoluer de l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, qui a l'intelligence d'évoluer, hein, qui a les possibilités de le faire, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Hein. Et donc, dans un Moyen-Orient chaotique, on a là peut-être, non pas une certitude, mais au moins une chance de trouver une certaine pacification. Merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup Bernard. Écoute, voilà, on était suspendu à tes lèvres. Maintenant, il y a un moment de silence, de recueillement, hein, avant d'attaquer les questions. Et, voilà, je suis très content que ça n'a pas tardé. Allez-y. Bonsoir, Laurent Chamontin, écrivain. Bon, on comprend bien en vous écoutant que l'Iran ne doit pas s'occidentaliser. Donc, on peut envisager... compte tenu de la répartition des puissances, on peut envisager un scénario alternatif extrême qui serait un Iran qui se modernise sous influence chinoise. Alors, est-ce que ce scénario-là peut arriver ou est-ce que vous pensez plutôt à un jeu de balance subtil entre un peu d'Occident matiné d'un petit peu de chinois ? Alors, il y a un élément important, c'est que ces dernières années, à cause des sanctions, la Chine était un des rares pays avec le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, à être autorisé à acheter du pétrole iranien. Mais pas pouvoir, le système bancaire étant fermé. Donc les Iraniens ont eu des tonnes de yuan, des centaines de milliers de tonnes de yuan non convertibles en Chine. Alors que faire avec cet argent-là qu'on ne pouvait pas réexporter, on ne pouvait rien en faire. Donc les Iraniens ont acheté toutes sortes de choses, des chaussures, des voitures, n'importe quoi. Toutes sortes de biens de consommation chinois sont venus et les Chinois ont également commencé à prendre des contrats abandonnés par les Japonais et par les autres. Mais cette image de la Chine est un peu surévaluée maintenant. Parce que c'est un phénomène exceptionnel, les sanctions étant tombées, le marché pétrolier a du mal à repartir, mais tendanciellement la Chine va donc dégonfler. Mais elle se retrouve maintenant avec une expérience qu'elle n'a pas eue. Toujours je dis, l'expérience ça compte. Les Chinois n'avaient pas d'expérience de l'Iran. Aujourd'hui, ils ont l'expérience de l'Iran. Et donc maintenant, ils ne vont pas laisser tomber cette expérience. Autrement dit, la Chine est maintenant un acteur régional important au Moyen-Orient. Ils s'installent à Djibouti. Ils sont en train de discuter maintenant pour, en Iran, développer une présence même, certains disent même militaire. L'Iran a besoin d'armement. La Chine donc a une vraie politique iranienne. Et c'est nouveau. La Corée du Sud, pareil. Donc on a un rééquilibrage des choses. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est regarder les 6 pays qui ont négocié l'accord sur le nucléaire. Tout le monde y était. Et l'Iran au milieu. Le petit Zarif, au milieu de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut voir comme image. Alors ça va dire que tout se passe bien, il y a des conflits avec tout le monde, mais voilà la réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Alors l'avenir, c'est quoi ? Tout le monde est là. Les entreprises françaises veulent y partir, les Allemandes pareil, les Anglaises, les Américains, tout le monde veut aller en Iran, parce qu'on sait qu'il y a un grand potentiel. Ce n'est pas d'occidentalisation, je ne crois pas à ça, c'est fini l'occidentalisation. La science est internationale aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, un élément très important, et j'avais prévu de conclure là-dessus, mais je parle trop, donc j'ai dépassé ça. Ce n'est pas par la politique des droits de l'homme qu'on entrera en Iran, ce n'est pas par la culture qu'on entrera en Iran, qu'on mettra l'Iran dans le cercle international. C'est par les entreprises et la science. C'est par la technologie. En France, qu'est-ce qu'on a à vendre ? Voltaire et Rousseau. Bon, c'est déjà vendu, mais c'est de la culture occidentale, c'est les produits de l'histoire de chez nous. Et donc d'arriver en Iran avec Voltaire et Rousseau, c'est très bien. Beaucoup d'amis iraniens vont lire Voltaire et Rousseau et apprécier cela. Et il faut développer Voltaire et Rousseau. Mais c'est un langage non compréhensible par beaucoup de populations. Donc au lieu de faire les prétentieux en disant « Comment ils n'ont pas lu Voltaire et Rousseau ? Ce sont des chiens, je les rejette », il faut être réaliste. Et comment on peut s'intégrer ? Les développements économiques et politiques ont été faits par les grandes découvertes scientifiques et technologiques. Or, l'Iran a besoin, je l'ai dit, au point de vue industriel, il y a tout à refaire. Donc, c'est par le fait que des ingénieurs français, anglais, chinois, russes ou brésiliens travailleront avec leurs collègues iraniens pendant 3 ou 4 ans que
les choses vont se mettre en place, une nouvelle civilisation se mettra en place. Le logiciel dont je vous parlais va fonctionner. Et ce logiciel, ce ne sont pas les relations uniquement idéologiques qui vont les faire avancer, les grandes idéologies culturelles, etc. C'est dans la réalité du travail quotidien. Et donc, il faut labourer l'Iran et travailler modestement avec l'Iran, sans ambition, avec des ambitions très grandes, mais des pas à pas. Je dis en Iran, il faut se hâter lentement. Merci beaucoup, Monsieur Hurkard. Vous me connaissez bien. C'est Javan Mert. Je suis conseiller d'ambassade d'Iran. Conseiller dans le domaine de recherche académique. Je voudrais vous ajouter un point. Vous parlez bien sur le sujet de l'Arabie Saoudite. Quand je parle sur un sujet, j'essaie de vous donner des preuves et les documents. Vous parlez bien sur la religion de Wahhabite. Wahhabite, selon nous, selon des scientifiques, des académiques, ils ne sont pas une religion. Selon nous, il est un secte extrémiste et terroriste. Je vous dis une chose. Pourquoi je vous dis qu'un secte extrémiste terroriste? Wahhabis, c'est la minorité dans le domaine du sunnisme. Dans l'islam, nous avons deux mondes, sunnisme, chiisme. Pourquoi je vous dis un secte extrémiste? Le fondateur de cette pensée, c'est Ibn Abdul Wahhab. Il a un livre dans la secte de Jihad. Il a une phrase, s'il vous plaît, regardez et lire et approfondir ce sujet, c'est important. Il a une phrase, il a dit que dans la secte de Jihad, il a dit que tous les hommes chrétiens et juifs doivent être tués, les femmes et les enfants doivent être esclaves. L'islam n'a jamais accepté ça. Le chiisme n'a jamais accepté ça. À cause de ça, je vous dis, secte. Un secte terroriste qui est financé par le pétromonarchie. Deuxième chose, je vous donne un preuve. J'ai entendu, vous avez une fondation très forte, Maison des Humains, M. Vivorka. J'ai un des responsables, il m'a dit que on avait aussi des informations sur l'Arabie Saoudite, mais c'est intéressant pour moi que votre responsable m'a dit que, M. Javan Mert, maintenant, à peu près 30 000 jeunes gens de 17 ans jusqu'à 23 ans, dans l'Arabie Saoudite, il est en train d'apprendre dans les écoles religieuses cette pensée. La première chose. Deuxième chose, en même temps, cette jeune gens qui est financé directement par le roi de l'Arabie Saoudite, il est en train d'apprendre de opérations militaires. Deuxième chose. Troisième chose. Troisième chose, ils sont en train d'apprendre le français et la langue anglaise. Pourquoi? Pour exporter vers l'Iran? Non. Pour exporter vers votre pays. 2 ans avant, dans l'école militaire de Paris, j'ai parlé avec M. Général Osto. Si je prononce bien, oui, Général Osto, je pense que c'est le directeur de l'Institut. J'ai parlé à ce général, monsieur général, je m'inquiète sur le Paris, sur la France. Il a dit pourquoi? Je dis que la France sera touchée par la pensée d'extrémisme. Il a dit que je ne pense pas. Après 2 ans, la France frappée par les attaques terroristes. Maintenant, je voudrais vous donner une chose. Bref, brièvement. Non. Maintenant, si vous voulez, je vous dis. Maintenant, je voudrais vous donner une chose, que la France a été indirect attaquée sur la structure sociale et sécurité. Je pense que vous aurez un grand problème. Merci.
Merci. Je ne voulais pas l'aspect sunnite, chiite et wahhabisme, là-dessus, vous avez raison, tout à fait. La question est qu'il faut, je crois, globaliser. Et quand on dit que le problème, c'est sunnite et chiite, c'est une guerre entre deux religions, ce n'est pas une guerre de religion. Il n'y a aucune possibilité pour les wahhabites de dominer le monde musulman, ni pour les chiites de faire le contraire. Donc ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre politique entre deux États nouveaux. Il y a deux États nouveaux dans la région. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran d'il y a 50 ans, c'est un Iran nouveau, j'ai essayé de le montrer. Et l'autre côté du Golfe Persique, ce sont les monarchies pétrolières, ce sont des États nouveaux. Donc il y a deux États, avec toute la complexité qu'il y a dans les États. La partie religieuse est évidemment un facteur intéressant, mais ce n'est pas par là que l'on va pouvoir trouver le président français ou le chancelier allemand n'ont aucune compétence en matière d'islam. Et donc ce n'est pas en travaillant sur l'islam qu'on va résoudre le problème, mais en termes politiques, que les chefs d'État peuvent résoudre des problèmes. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle d'Hillary Clinton, si j'ai bien compris, comme frein durant le premier mandat d'Obama. Alors, la question, c'est de savoir si Hillary Clinton est élue, est-ce qu'elle risque de remettre en cause plus ou moins l'accord de juillet 2015 ? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce qu'on a bien vu qu'aux États-Unis, Obama a tendu la main, le discours du Caire, etc., du monde musulman, et dans la réalité, c'était beaucoup plus difficile. Nous connaissons bien John Lindbergh, qui était le secrétaire d'État chargé de l'Iran, c'est un ancien diplomate iranien, qui était otage en Iran, connaît très bien le dossier iranien, ancien ambassadeur, et donc il a été embauché par Obama au début de son mandat pour suivre le dossier iranien. Et au bout d'un an, il m'a dit « j'ai arrêté ». J'ai arrêté parce que moi, en tant que niveau 3 au secrétariat d'État, je ne pouvais pas faire la bagarre avec la Maison-Blanche où j'avais tous les conseillers de Bush qui étaient conseillers du président. Ils le voyaient tous les jours. Moi, il me dit, je voyais le président 3 fois dans ma carrière. Et je faisais une petite note pour le président. Je n'étais qu'un numéro 3 dans la hiérarchie. Et donc, il me dit surtout le lobby qu'il y avait autour était une forteresse imprenable. Et donc, je n'étais pas utile dans ce travail-là. Et effectivement, mais à l'époque, on avait Ahmadinejad au pouvoir. Et donc, tous les chefs d'État ont dit « je refuse de serrer la main à Ahmadinejad ». On ne peut pas dire une chose pareille. Un diplomate ou un chef d'État, il est payé pour ou pas payé pour serrer la main à n'importe qui et trouver des solutions avec le diable, s'il faut aller voir le diable. C'est son métier. Bon. Mais d'avoir dit cela a bloqué beaucoup de choses. Et il est certain qu'aux États-Unis, comme en France, énormément comme en France, il y a des blocages idéologiques, politiques, culturels, je n'en sais trop l'origine, qui font que l'Iran est le diable et que la menace est toujours iranienne. On m'a demandé récemment des conférences dans une administration importante en France, faites-nous une conférence sur la menace iranienne, le terroriste iranien. Alors je leur ai dit, si vous voulez, je fais une conférence sur n'importe quoi, sur la culture des bégonias en Mongolie, mais le sujet n'est pas cela. Que je sache, les Twin Towers de New York ou le Bataclan ou Charlie Hebdo, l'Iran avait une place, je crois, d'après mes connaissances, assez limitée dans ce genre de... Mais il y a ce lobby très important qui considère que le chat est toujours vivant et qu'il va revenir. Il croit au Père Noël et s'imagine qu'on va changer les choses. Et considère... Mais même en Israël, des gens ne croient pas cela. Il y a en Israël le même genre de problème. Des gens qui disent l'Iran, c'est le danger numéro 1. Et d'autres qui disent, attendez, soyons sérieux. Le problème d'Israël, ce n'est pas l'Iran. Il y a d'autres problèmes qui sont le problème palestinien, autrement plus importants. Mais pendant que l'on disait, regardez, l'Iran, c'est le problème, on colonisait la Palestine sans problème. Donc, on a instrumentalisé l'Iran partout. Alors, tout à l'heure, en plaisantant, je disais, et ça, il ne faut pas l'écrire, ni le dire, avec Hillary Clinton, c'est quelqu'un de sérieux, de méthodique, qui connaît bien l'administration, et qui donc, vis-à-vis de l'Iran, aura une politique très réaliste. En Iran, il y aura beaucoup de problèmes. L'Iran ne va pas sortir de 37 ans de résistance comme ça. Il y aura des hauts, des bas, des crises, des accidents. Et l'Arabie saoudite, la crise du Syrie, fera qu'il y a des occasions de crise très nombreuses. Il suffit de dire « Ah, regardez les Iraniens, ça ne va pas, ça ne marche pas ». Et donc, de freiner parce qu'il y a un problème. Et Hillary Clinton risque de dire « Regardez, avec les Iraniens, ça ne marche pas, donc je reviens en arrière et on verra un peu après ». Tergiverser. Et donc, ça va ralentir leur ouverture. On sait très bien qu'aujourd'hui, les Américains bloquent tout le système. Il n'y a qu'à voir la demande de la BNP. Aucune banque iranienne ne veut prêter $10 à l'Iran. Vous arrivez dans une banque, vous dites « Bonjour, je travaille sur l'Iran. Monsieur, sortez ». Dans le milieu économique, on dit ça en plaisantant, mais c'est la réalité. Donc vous ne pouvez pas faire d'affaires. Pourquoi ? Les Américains ont relevé les sanctions sur le nucléaire, mais n'ont pas levé les autres sanctions. Il y a des sanctions sur les droits de l'homme, sur la Palestine, le Hezbollah. Le Hezbollah, que je sache, est le parti politique qui gouverne le Liban actuel. C'est un parti politique.
On peut ne pas aimer le Hezbollah et sa politique, il n'empêche que c'est une force politique qui existe. Et donc de dire tout pays qui soutient le Hezbollah ou le reconnaît est un terroriste, c'est aller un peu vite. Et donc l'Iran, on a ainsi tous les personnages politiques importants de l'Iran qui ont soutenu le Hezbollah sont de la liste noire. Et les États-Unis ont dit, si vous travaillez avec quelqu'un sur une liste noire, je vous interdis de négocier. Autrement dit, en Iran aujourd'hui, vous avez forcément dans l'appareil politique et économique iranien un grand nombre d'anciens combattants, de généraux, gardiens de la révolution ou d'anciens hommes politiques qui ont été actifs dans la révolution, dans la création du Hezbollah notamment, qui ont des positions importantes, mais ils sont blacklistés. Et donc pas de possibilité d'ouverture. Et donc Clinton risque de faire cela. Là, en plaisantant, je disais, Trump, de l'autre côté, il est fou. Mais un fou, il peut faire n'importe quoi, y compris le bien, peut-être par accident. Mais il ne fallait pas le dire. Du coup, bonsoir. Je rebondis un peu, parce que du coup, vous avez un peu répondu à ma question dans la fin de votre réponse, mais j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est une source très sûre, mais c'est quand même, je crois que c'était Le Monde ou je ne sais plus, qu'il y avait justement un lobby américain qui essayait d'empêcher les entrepreneurs français de s'installer en Iran et qui faisait des lettres de menaces personnalisées, en gros, pour justement éviter que le reste du monde coopère avec l'Iran. Et du coup, ça m'a mis hors de moi, mais bon, je ne sais pas à quel point ils ont une influence, à quel point ils peuvent vraiment ralentir. Enfin, quelle est la force en fait de ces lobbies entrepreneuriaux qui vraiment envoient des lettres directement de menaces. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si c'est véridique ou pas, mais voilà. Merci. Oui, je prends la parole parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur le sujet récemment et j'ai écrit un petit papier que vous pourrez trouver sur mon blog qui s'appelle À contre-courant. Vous tapez Nicoulot, vous le trouverez, qui dit précisément l'association, cette fameuse association s'appelle Unis contre l'Iran nucléaire. Et je dis, mais quelle est cette curieuse association? Effectivement, enfin, elle est composée de, disons pour faire très simple, d'hyper néoconservateurs qui ont créé ça à peu près en 2008, voilà. Et il y a parmi les sponsors, il y a les parrains, enfin les mécènes, il y en a notamment deux grands hommes d'affaires, un qui d'ailleurs par ailleurs assez francophile, il faut le dire, Thomas Kaplan, et un autre qui est Sheldon, Adelson Sheldon, qui est le propriétaire des grands casinos de Las Vegas, Macao et Singapour. Voilà, ça vous donne un peu le genre. Ce type, d'ailleurs, disait qu'il fallait envoyer une bombe atomique en Iran pour leur montrer comment ça marche. Ça donne un peu le niveau. Voilà, cette association est puissante. Hein. Cette association est puissante parce qu'elle bénéficie un peu du réseau, un peu de l'État profond, en quelque sorte, américain. Il y a aussi un État profond américain. Il y a en tête de l'administration le président, Kerry, enfin, son entourage sont des gens de bonne volonté qui veulent trouver des solutions, mais derrière, ça freine. Et manifestement, ces gens sont branchés sur ce grand réseau qui essaye effectivement de ralentir tout ce qui est reprise de contact avec l'Iran en menant une politique d'intimidation. Ils envoient des lettres systématiquement à toutes les grandes sociétés en les menaçant de les traîner dans la boue s'ils travaillent avec l'Iran, de les menacer, enfin de les traîner dans la boue devant l'opinion américaine. Et comme toutes les grandes entreprises font quand même aussi des affaires aux États-Unis, elles ont peur parce qu'elles craignent que pour des petits bénéfices relativement en Iran, et elles perdent quelquefois de très grands marchés qu'elles ont aux États-Unis. Voilà, allez lire mon petit papier, ça vous amusera. Oui, simplement, je voulais indiquer que vous n'avez peut-être pas mis en valeur le rôle de la diaspora. Vous avez indiqué que l'Iran était un pays fermé, qu'il y avait un Iran pseudonial, disons. Dans cet Iran pseudonial, il y a des brèches qui existent et qui existent depuis longtemps. C'est la diaspora. Il y a un mouvement de, je pense, va-et-vient entre les Iraniens d'Iran et les Iraniens de l'étranger. Car je pense qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui reviennent et qu'il y en a peu qui ne peuvent pas revenir. Il y en a qui ne veulent pas revenir. Il y en a beaucoup qui peuvent et qui reviennent. Et qui ensuite reviennent dans le pays où ils se sont implantés. Et je crois que c'est un élément de modernisme qui joue en faveur, disons pour dire que l'Iran est déjà assez modernisé, à mon sens. Quand on était en Iran récemment, les voitures, elles sont modernes. Il y a des constructeurs français qui sont restés, vous le savez. Donc je pense que c'est un point qu'il faut quand même indiquer, c'est que ce modernisme
existe déjà, notamment grâce aux transferts en tout type, humains, technologiques, financiers, c'est un peu plus compliqué, mais il y a du bail, existe par le dynamisme et le va-et-vient de la diaspora. Ça, c'est le premier point. Un second point qui est tout à fait, qui peut paraître peut-être bizarre, on était récemment en Iran, on nous a parlé du problème de l'eau. Et on a beaucoup insisté là-dessus. Et pour nous, c'était vraiment une nouveauté, puisque tout le reste, on en parle beaucoup, du pétrole, etc. Et puis en plus, vous êtes géographe. Donc c'est vraiment l'opportunité qui peut faire poser la question, quid de l'eau en Iran? Alors sur la diaspora, j'en ai pas parlé parce que je pense qu'on exagère son rôle et ses capacités. Bon, d'abord, c'est nouveau. Il y a une diaspora iranienne qui n'existait pas il y a 50 ans. La bourgeoisie du Shah avec quelques intérêts ici, c'est eux qui ont financé par exemple les tours du 15e arrondissement. C'est à l'époque, beaucoup d'Iraniens ont acheté à ce moment-là quelques appartements se disant tiens, si ça tourne mal, j'aurai moins un pied-à-terre en France, sur la Côte d'Azur, aux États-Unis. Il y avait une diaspora qui existait déjà. Avec la révolution, la guerre Irak-Iran notamment a fait partir un grand nombre de gens et donc il y a une diaspora iranienne qui existe, qui maintenant depuis 35 ans. Elle est importante. Et par exemple, quand je vais aux États-Unis, dans les discussions que j'ai, je suis un des rares experts, entre guillemets, qui n'est pas iranien. Mes collègues américains sont tous d'origine iranienne. Moi, je n'ai pas l'intention de devenir ministre de l'Éducation nationale en Iran. Alors que mes collègues iraniens, ils disent, j'espère pouvoir revenir en Iran et jouer un rôle politique, et avoir une responsabilité politique. Donc, ils ont un agenda politique. Moi, je n'ai pas d'agenda sur l'Iran. J'analyse ça en tant qu'expert, en essayant d'être le plus honnête possible de mon analyse. La diaspora a donc une vision, par définition, normalement, différente de l'objectivité. Et deuxième chose importante, je disais l'expérience et la connaissance. Nos amis iraniens, franco-iraniens maintenant, connaissent bien l'Iran parce qu'ils sont iraniens, parlent le persan souvent, pas toujours, et connaissent bien le pays, qu'ils suivent avec attention. Mais ils ont vécu en France, aux États-Unis ou en Allemagne ou en Autriche. Or, ce qui compte aujourd'hui, c'est les Iraniens qui sont en Iran. La modernisation, elle est là en Iran. L'Iran est un pays moderne, évidemment, mais au niveau des connaissances. Mais pas au niveau de la pratique industrielle. Les voitures, c'est vite fait. Faire des millions de voitures, c'est assez compliqué. Renault et Peugeot, mais ils font du bon boulot. Les Iraniens apprennent très vite. Et très rapidement, l'Iran était capable de produire 1 500 000 voitures par an. Bon. Ça va donc pouvoir redémarrer rapidement. Mais la diaspora, est-ce qu'elle connaît l'Iran d'aujourd'hui? J'en sais rien. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je pense connaître quelque chose de l'Iran, mais je vous dis modestement, je ne connais pas, a priori. Et pas j'arrive, moi, monsieur, je connais tout, et je vais vous résoudre vos problèmes d'entreprise, parce que mon oncle était ceci, ma grand-mère était cela, et je connais bien le vice-ministre adjoint par intérim qui a démissionné de l'agriculture. Bon. Soyons modestes. Alors, il y a effectivement beaucoup d'Iraniens qui repartent parce qu'ils connaissent le persan, dans le domaine juridique en particulier. Beaucoup d'avocats franco-iraniens repartent et ils sont très bons, ils font des bonnes choses. Dans la diaspora, un rôle très utile pour jouer cette médiation. Le gouvernement iranien s'en méfie énormément et les met en prison régulièrement. Mon ami Saïm Namazi, qui est un Irano-américain que je connaissais bien, qui a joué un très grand rôle pour faire qu'aux États-Unis, on regarde l'Iran de meilleure façon et dans le domaine du business, il est arrivé en Iran. Il est en cabane depuis 1 an maintenant et son père aussi est en cabane. Parce que le gouvernement se méfie de ces gens qui sont mixtes. En dehors de cette dangerosité sociologique, sur le fond, on a aujourd'hui une nouvelle élite en Iran. L'Iran est géré aujourd'hui par les anciens combattants de la guerre Irak-Iran. Dans tous les pays, les anciens combattants, une guerre fait des morts, mais fait surtout des anciens combattants. Et donc, en Iran, il y a eu 300-400 000 morts à la guerre, mais il y a eu 5 millions d'anciens combattants. Des gens qui ont passé 6 mois au front et qui, donc, sortis de la guerre, ont des avantages qui sont légitimes dans tout pays en guerre. Les anciens combattants donnent des bourses, des avantages, des emplois, etc. Et donc, aujourd'hui, que l'on soit ministre ou chauffeur du ministre, tout le monde a eu sa position en sortant de la guerre Irak-Iran pour une grande partie et par les organisations révolutionnaires. Donc, les gens qui ont aujourd'hui 50 ans et plus, c'est-à-dire qui contrôlent le pays, sont des gens qui ont cette expérience-là, qui n'ont pas été à l'étranger. Et donc pour lesquels le contact avec l'étranger n'est pas évident. Alors il y a d'autres personnes très bilingues qui sont parties à droite à gauche, etc. Mais ils représentent une élite, une minorité. Et le challenge qu'il y a aujourd'hui, le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est pas de faire une entreprise. Quand Renault et Peugeot se rendent en Iran au début des années 2000, ils ont un tapis rouge devant. Ils sont les premiers. Ils ont les meilleurs ingénieurs disponibles à pas cher, les meilleurs secrétaires. C'est extraordinaire. Des conditions de travail exceptionnelles. Mais l'Iran fait 80... Exceptionnel. Vous avez quand même eu pas mal de gens pas mauvais pour travailler.
Ah, mais non, mais grâce aux compétences des gens de PSA et de Renault, vous avez réussi à faire du bon boulot. Voilà. C'était du bon boulot. Mais les difficultés que vous avez eues, elles sont multipliées par X quand il s'agit de mettre un pays de 80 millions d'habitants en marche, de refaire toute une dynamique nouvelle. Et c'est là que le type de la diaspora, quand il arrive, il est excellent ingénieur, parfait. Je parle de tous les 3 I, de Iran, international et islamique. Vous êtes un bon ingénieur. L'Iran, I d'international, vous l'avez. I de Iran, vous l'avez à moitié parce que vous êtes en France depuis longtemps. Mais le I de islam, c'est-à-dire tout le réseau issu de la République islamique, est-ce que vous l'avez? Est-ce que lorsqu'il y a un embêtement, vous êtes capable de prendre le téléphone portable d'une personnalité importante du gouvernement ou quelque chose en place pour pouvoir résoudre le problème? Non. Or, actuellement en Iran, le système, c'est la République islamique d'Iran. Il faut tenir compte du pouvoir tel qu'il est. Et si vous ne tenez pas compte du pouvoir tel qu'il est, vous ne réussirez pas aussi bien. Je me trompe peut-être. Donc, je dis, regardons les Iraniens d'Iran avec l'aide de la diaspora, qui peut être très utile, mais chacun a son rôle. Et de ne pas donner le pouvoir, un pouvoir illusoire, à des gens de la diaspora qui prendraient le pouvoir. Par ailleurs, petit détail, non, ils peuvent intervenir, ils peuvent aider, point de vue technicien. Oui, c'est un élément. C'était possible. Mais je suis, moi, ingénieur iranien dans l'agriculture, dans l'eau. Je me suis embêté pendant 35 ans. Et mon cousin qui arrive de Los Angeles, il connaît bien le problème de l'eau. Il va prendre ma place. Alors mon cousin, je l'aime bien. Bonjour, cher cousin, on boit du thé, on donne des oranges, des pistaches. Et au bout de 3 mois, tu te rentres à Los Angeles. Et moi, je garde ma position pour régler le problème de l'eau, qui est effectivement un grand problème, qui est moins le problème de l'absence de l'eau en Iran. Il y a beaucoup d'eau en Iran. Mais le fait qu'on ne traite pas l'eau usée, toute l'eau de Téhéran, elle part dans le désert comme ça. 99% de l'eau n'est pas recyclée. Donc le problème, ce n'est pas le manque d'eau, c'est la gestion de l'eau en Iran. C'est là que Veolia et autres ont un travail gigantesque à faire. Et les plus gros investissements, ce n'est pas tellement dans le pétrole. Et les gars, ça se fera facilement, ça rapporte de l'argent. Mais faire un investissement pour la gestion de l'eau en Iran, ça, c'est un challenge gigantesque pour 50 ans. Ils ont des réseaux souterrains. Oui, mais ça, c'est un artisanat maintenant. Merci de votre magnifique exposition. Je voudrais vous demander sur la relation interethnique à l'intérieur de l'Iran. Un pays avec une pluralité de nationalités, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, les Arméniens, etc. Comment ça fonctionne ça? Parce que ça, c'est un élément de fragilité du point de vue d'un pays qui a été isolé, soumis au blocage, etc. Donc c'est la première chose qu'on peut attaquer, de ce côté-là. Comment ça fonctionne? Il y a une carte qui a été faite en 2003, 4, 5, 6, je ne sais plus, la carte de Peters, qui est un colonel américain, qui a fait une carte du Moyen-Orient, qui s'appelle les Blood Borders, les frontières de sang, redécoupant le Moyen-Orient en fonction de critères religieux et ethniques. Alors vous avez un chiitistan, les chiites arabes, les chiites iraniens, un Vatican de la Mecque, un État sunnite wahhabite, un Kurdistan, un Balouchistan reprenant l'Afghanistan, l'Iran et le Pashtunistan, un Pashtunistan qui enlève la moitié du Pakistan, etc. On se fonde sur l'identité, c'est une question à la mode en France, sur l'identité héritée. Ces gens-là ont été, ça existe, le Kurdistan, les Kurdes ça existe, les Baloutches ça existe, et on prend l'identité héritée. On prend les religions héritées. Quand vous êtes né, vos parents vous ont éduqué dans une religion donnée, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, vous êtes dans ce contexte-là. Vous ne choisissez pas la tête que vous avez, comme on dit, vous êtes responsable de la tête que l'on fait. Autrement dit, je suis kurde et sunnite. Bon, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça. Mais si on regarde uniquement mon passé, ce que j'ai derrière moi, on peut faire une dynamique, mais ce n'est pas la question. Moi, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, je vais vivre encore 70 ans. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis ingénieur, je sais marcher, je suis intelligent, je sais lire et écrire. Qu'est-ce que je sais faire? C'est la dynamique qui compte. Et donc, quand on voit le phénomène d'ethnicité, si on regarde uniquement l'héritage, alors, les Persans détestent les Turcs détestent les Kurdes ne peuvent pas sentir les Arabes ne peuvent pas sentir... On peut s'amuser comme ça à faire la guerre à la Belgique avec des jokes, des plaisanteries contre les Belges, les Suisses ou bien les Marseillais. Bon, ça c'est amusant, mais ce n'est pas une politique. Si on regarde l'héritage, effectivement c'est la guerre civile. Parce que sur la France, on peut dire les Gaulois, mais les Vikings, etc. Bon, on peut s'amuser à faire la guerre en France des Auvergnats contre les Savoyards contre les Marseillais, etc. On peut s'amuser à faire ça, à faire une division ethnique de la France. Mais si on applique ces règles qui en France ont été dépassées, grosso modo, hein, si on dit, vous savez, ces gens-là, monsieur, dans le fond, ce sont un peu des gens un peu primitifs, donc il ne faut pas comprendre, fondamentalement, c'est la religion qui compte et leur héritage tribal. Et donc on remet les gens avec leur héritage. Alors c'est des gens qui disent, désolé, mais je suis ingénieur,
Hein. J'ai 40 ans, je parle anglais, français, j'ai une expérience internationale. Oui, certes, ma famille était d'origine chiite, mais enfin, mon grand-père était un sunnite. Bon, ben, je suis ingénieur. Et donc, de négliger la révolution fondamentale de ces pays-là, qui est l'émergence d'une bourgeoisie moyenne depuis les années 60. C'est l'événement historique majeur dans tous les pays du monde. Les gens vont à l'université. Le pouvoir aujourd'hui ne vient pas du fait que papa était un grand chef de tribu, ça compte. Que je suis sunnite, que je suis chiite en Irak, ça compte, et je suis sunnite, ça pose un problème peut-être. Le contraire en Iran. Tous ces facteurs-là comptent. Mais si on les met comme numéro 1 dans la hiérarchie, vous n'aboutissez à rien. Sinon à la guerre. On le voit en Syrie, on le voit au Liban, etc. Et donc au Liban en particulier, de mettre sur la carte d'identité l'ethnie ou la religion héritée, c'est le moyen de perpétuer la guerre pendant 107 ans. Au lieu de demander aux gens, quelle est votre ambition? L'ambition, c'est d'être bien vivre, et ma femme, mes enfants, d'avoir une vie normale, intéressante et intelligente. Là, on retrouve beaucoup de monde. Donc, terminons sur ce discours de bonnes intentions, mais la réalité est qu'aujourd'hui, on dit le problème azéri, l'Azerbaïdjan. Les Azéris, les Turcs azéris sont très fiers de l'être. Et donc, comme les Auvergnats le sont très fiers, les Bretons, pareil. Mais M. Khamenei est azéri. M. Moussavi, qui est en prison depuis 1 an, est azéri aussi. Les principaux cadres de l'Iran actuels sont azéris. Les Azéris sont fous, mais ils ne sont pas idiots. Ils savent que s'ils sont indépendants, ils auront des pois chiches et du blé comme ressources, et non pas le pétrole qui appartient à l'Iran. Et je suis ministre du pétrole azéri. Je préfère rester azéri, ministre du pétrole à Téhéran, que d'être ministre des pois chiches à Tabriz. Je caricature, excusez-moi, mais il faut quelquefois dire des choses en français. Donc le phénomène ethnique existe, c'est une réalité, une richesse de l'Iran. Et si l'Iran existe dans sa diversité depuis 6000 ans, l'Iran a toujours été diversifié entre ce qui est aujourd'hui des Kurdes, des Baloutes, des Lords, etc. Mais l'Iran a toujours existé comme Iran, avec, comme toutes les familles, on se dispute, on n'est pas les mêmes, mais l'Iran est toujours resté l'Iran. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les États-Unis, qui ont une vision ethnique des choses, ils discutent entre les Blacks, les Blancs, les Caucasiens, les Chicanos, etc. Et en Irak, ils ont fait quoi? Ils ont pris les Chiites, les Sunnites et les Kurdes. Ils ont oublié Bagdad. Bagdad qui faisait 20% de la population irakienne, qui étaient des gens qui étaient ni sunnites, ni chiites, qui kurdes, ils étaient bagdadis, bourgeois formés par le parti Baas. On a dit, vous n'existez pas. On a donc licencié tous les fonctionnaires, tous les militaires qui étaient des nouvelles bourgeoisies moyennes, et on a laissé le pouvoir, on a rendu le pouvoir à des chefs de tribus qui n'avaient plus de pouvoir, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. L'Iran, Dieu merci, est un pays jacobin, très centralisé, un peu trop, très certainement, mais au moins qui a la capacité d'unifier le pays. Donc il y a des diversités, elles sont un gage de diversité, d'accepter des cultures des autres, et c'est un héritage important, de même que la religion. Il y a quelques juifs en Iran, quelques chrétiens, c'est symbolique, quelques zoroastriens. Symboliquement, ils sont au Parlement, politiquement, ils n'ont aucun rôle, mais symboliquement, ça montre qu'en Iran, on reconnaît les autres minorités. D'autres pays ne reconnaissent pas. C'est symbolique, il y a 1000 problèmes à ce sujet-là, mais l'Iran reconnaît ça. Les Bahaïs ne sont pas reconnus, mais ils existent. Ils ont le droit d'exister. Ailleurs, on les tue tout de suite. Bon, en Iran, on ne les tue pas systématiquement. Bon. Donc, il y a en Iran un dynamisme qui est original et qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, leur tourne. On va en prendre quand même encore. Voilà, on va prendre ces 2 questions. Je vois 2 mains qui se lèvent. Allez, voilà, et on pourra terminer la soirée sur ces questions. Allez-y, je vous en prie. Vous avez un micro. Ah, il y aura 3 questions. Alors, allez, mais faites bref. Bonjour. Alors, on va essayer de faire bref. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait parmi la diplomatie iranienne des volontés de dialogue avec l'Arabie Saoudite? Parce que je pense que ces gens-là ne sont pas stupides et ils savent que sur le long terme, ils auront forcément à discuter avec les Saoudiens, en fait. Tout à fait. La guerre Irak-Iran a tout cassé, si vous voulez. La guerre Irak-Iran, il s'agissait de faire tomber le régime iranien tout de suite, et en soutenant Saddam Hussein, qui allait faire tomber, comme disait le ministre français des Affaires étrangères, dans 15 jours, les chars de Saddam Hussein sont à Téhéran, la République islamique est un mauvais souvenir, et on repart à zéro. La guerre a duré 8 ans. Donc la guerre a tout cassé, y compris les relations entre l'Arabie Saoudite, qui fondamentalement avait quelques peurs, mais aurait pu trouver une solution, mais qui s'est mis dans le camp anti-iranien. Mais à la fin de la guerre, Rafsanjani notamment, qui était président de la République à ce moment-là, a eu une politique de rapprochement à l'Arabie Saoudite extrêmement efficace et qui s'est concrétisée. En 2001, un accord de sécurité a été signé avec l'Arabie Saoudite. La sécurité de la police, des trafiquants de drogue, etc. Donc les relations entre les deux, voyage des présidents iraniens en Arabie Saoudite officielle et voyage des Saoudiens à Téhéran. Les différences, ils les connaissaient, leurs objectifs différents, ils les avaient, ils ne les mettaient pas sous la table, mais le dialogue existait. Donc entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y a 1000 raisons de s'entendre.
La principale raison étant le pétrole. Ils ne sont pas trop entendus à Alger hier, mais fondamentalement, tous les pays de la région ont intérêt à ce que le Golfe Persique soit un corridor de paix où le pétrole et le gaz puissent s'exporter facilement, des deux côtés. Et là, c'est une bonne raison pour rester. Sachant que pendant 3000 ans encore, les Iraniens seront d'un côté, les Saoudiens de l'autre. Et comme les Français et les Allemands de part et d'autre du Rhin. Donc on peut se faire la guerre pendant 1500 ans. Français et Allemands l'ont fait pendant très longtemps, depuis Charlemagne. Mais aujourd'hui, on a trouvé une solution. Et ma foi, qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc tout existe, simplement, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Et pour l'instant, il y a le feu et de l'huile en Syrie, pour des raisons que l'on connaît. Hein, mais il y a des possibilités d'accord. Bon, pardon. Moi, Ah, bon, je sais pas si... bon. Moi, je parlais à propos de l'évolution du régime, enfin, de la société, etc. Donc, vous avez parlé, vous avez dit que finalement, le régime, avait accepté finalement le fait qu'il fallait négocier, qu'il fallait arrêter ce blocage. Donc, mais ça, c'est dû à une pression extérieure, disons. Bon. Et à peut-être un rapport de force, enfin, inévitable, évidemment. Bon. Mais je pensais à une chose, une autre source d'évolution, ce serait ce qui vient de la société civile, comme on dit. Alors, est-ce que, d'un point de vue pragmatique aussi, on peut imaginer que les dirigeants iraniens vont peut-être évoluer un peu et arrêter, par exemple, de mettre les jeunes qui jouent de la musique occidentale en prison, et je ne parle pas du reste. Enfin, moi, je ne connais pas l'Iran, à vrai dire, mais ce que vous dites est tout à fait juste. Mais les rapports de force viennent de tous les côtés. La société est un rapport de force. Les gouvernements islamiques, le guide de la République islamique a très bien vu ce qui se passait dans la société. Il a bien vu que les gens voulaient autre chose. J'ai vu des personnalités importantes qui m'ont dit les gens veulent vivre aujourd'hui, et dont le gouvernement a compris cela et accepte. C'est un rapport de force. Les sanctions ont joué un rôle aussi, de pression, dans les deux sens. Donc tous les gouvernements réagissent en fonction des rapports de force, aux États-Unis, en France, en Israël ou en Guatemala. C'est les rapports de force qui font qu'on décide. Après, il y a des idées, mais souvent les politiques préétablies, elles ne sont pas réalisées. Donc l'Iran, le gouvernement islamique aujourd'hui, le gouvernement de M. Rouhani, est un bon exemple de cette recherche d'une synthèse entre les trois I dont je parlais. Rouhani est un religieux, et est un bon religieux. C'est un Iranien d'Iran, et il connaît très bien, il a joué un rôle important dans la guerre Irak-Iran, très proche des militaires, des gardiens de la Révolution. Mais c'est quelqu'un qui a compris que l'Iran est un pays moderne avec un grand potentiel, et donc il fallait... Et l'Iran était assez fort pour serrer la main de Kerry. Et donc, alors que certains disent, non, il ne faut pas serrer la main de Kerry, il n'est pas propre. Attendez, je serre la main de Kerry, je n'ai pas peur de lui serrer la main. Donc, quelqu'un comme lui cherche la synthèse. Ratami aussi, avec des nuances différentes. Donc, le gouvernement iranien, ce n'est pas une monolithique, comme en France, comme dans tous les pays du monde, il y a des tendances différentes. Et aujourd'hui, en Iran, schématiquement, vous avez 20% de gens qui veulent le bunker, arrêter toute l'invasion culturelle occidentale et être bloqués. D'autre côté, certains qui disent qu'il faut ouvrir les portes largement. Et au milieu, 60% qui disent, écoutez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc avançons pas à pas. Donc l'Iran va très vite, il faut avoir des ambitions de succès rapides. Tout le monde les a, chacun un peu à sa façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Iran, finalement, alors que dans d'autres pays dictatoriaux, ça ne bouge pas, le Shah n'avait pas réussi à bouger. On lui a dit, si tu bouges, les communistes viennent au pouvoir et c'est terminé. Le guide Khamenei a réussi, alors qu'il avait des idées extrêmement arrêtées, à dire « j'accepte le rapport de force et j'accepte de négocier ». Et ça, c'est une évolution majeure. Ça ne veut pas dire que vive sa politique, je dis les faits. Il a réussi là où le Shah a échoué. Et ça, c'est pas si mal. Voilà, chers amis. Merci à tous.